Dans Extension du domaine de la lutte, le premier roman de Michel Houellebecq, le narrateur a pour particularité, notamment, de produire des fictions animalières, soit des petites fables à signification parabolique qui mettent en scène un bestiaire varié. Dans l'une de celles-ci, un chimpanzé est fait prisonnier par une tribu de cigognes et il déclare, je cite, « De tous les systèmes économiques et sociaux, le capitalisme est sans conteste le plus naturel. Ceci suffit déjà à indiquer qu'il devra être le pire. » Donc, une telle vérité n'est apparemment pas bonne à dire, car, pour avoir proféré de telles paroles, le singe se voit immédiatement mis à mort par les cigognes. On a donc finalement un paradoxe qui se profile. D'une part, on a un capitalisme naturel, ce qui est relayé évidemment par la mise en scène d'animaux, mais un capitalisme qui est assimilé au pire, ce qui est évidemment connoté par la mise à mort du singe. Ce discours, finalement, est peut-être moins décalé qu'on pourrait le croire dans le contexte de l'imaginaire social français des années 90. Par exemple, cette idée d'un capitalisme naturel a souvent été brandie comme une justification de la doctrine néolibérale face à l'accusation de pensée unique dont on a pu l'accuser, comme Ignacio Ramonet, par exemple, le fait. Donc, cette idée de capitalisme naturel, par exemple, Alain Menck, l'économiste, a pu dire, je cite, « Il n'y a pas d'autre économie que l'économie de marché. Dans l'histoire de l'humanité, depuis qu'elle est humanité, le marché est un état de nature de la société. » Alain Menck va même récidiver en étant plus poétique, il va dire « La mondialisation est à l'économie ce que l'air est à l'individu ou la pomme à la gravitation universelle. » C'est charmant. Les hommes politiques reprennent ce type d'analogie. Par exemple, Jacques Chirac, qui est alors président de la République, justifie la fermeture d'une usine Renault et donc la mise à pied d'un certain nombre de travailleurs en disant ceci « La fermeture des usines, c'est aussi, hélas, la vie. Les arbres naissent, vivent et meurent, les plantes, les animaux, les hommes et les entreprises aussi. » Donc, on a ici ce que le Roland Barthes des mythologies nommerait une forme de naturalisation, c'est-à-dire qu'on prend un fait qui est social, historique, contingent, et finalement, on en fait une sorte de vérité universelle, ceci finalement pour mener à évidemment une sorte de dépolitisation du citoyen. Mais le singe dit que le capitalisme est non seulement naturel, mais aussi le pire, ce qui renvoie finalement à un autre grand fait de discours des années 90, qui est le terme de capitalisme sauvage, qui apparaît justement chez les détracteurs, les contempteurs du néolibéralisme. Donc, par exemple, un Pierre Bourdieu dans Contre-feu a pu déclarer que la force de l'idéologie néolibérale, c'est qu'elle repose sur une forme de néo-darwinisme social, donc il y a encore une analogie naturelle, mais ici qui est négative, et donc il conclut « La loi dite du marché équivaut dès lors à la loi du plus fort ». Donc on a une nature qui est non plus accueillante ou cyclique, mais hostile, c'est-à-dire les faibles y périssent. Donc, le singe juxtapose ainsi deux discours contradictoires. Je vais me poser la question, dans les minutes qui suivent, comment est-ce que le roman, dans son entièreté, joue avec de telles formes de représentation? Je vais commencer par, très brièvement, mettre en contexte le roman et le rôle que peuvent y tenir les fictions animalières. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas lu, Extension du domaine de la lutte, c'est l'histoire d'un ingénieur en informatique désabusé qui, finalement, déteste son milieu de travail et sombre dans la dépression. Le récit se fait en trois parties. Dans la première, le narrateur participe à la vente d'un logiciel au ministère de l'Agriculture et il fait la rencontre de Catherine Lechardois, qui est une jeune fille célibataire et aigrie. La deuxième partie met en scène une tournée de formation en province. Le narrateur y participe avec un collègue nommé Raphaël Tisserand, qui est un dragueur impénitent et éternellement bredouille. Et finalement, la troisième partie représente une dépression croissante du narrateur qui est de retour à Paris et finalement son exclusion professionnelle et la lente dissolution de son moi. Donc tout le roman est une sorte de prétexte aux commentaires des mœurs contemporaines, notamment en ce qui a trait à une extension de la lutte propre à la loi du marché à tous les pans de l'existence contemporaine, tout particulièrement la sexualité. Cette narration comprend trois fictions animalières, une par section du récit. Donc la première s'intitule « Dialogue d'une vache et d'une pouliche ». C'est présenté par le texte comme étant une méditation éthique et ça présente les affres d'une vache normande lors de la période du rut. Et donc finalement, ça traite en gros de l'influence du désir sur la personnalité. La deuxième fiction se nomme « Dialogue d'un teckel et d'un caniche ». Ce n'est pas une vraie fiction animalière parce que finalement, c'est un caniche qui lit à son ami teckel un manuscrit qui a été produit par son jeune maître humain. Et donc, finalement, le texte le présente comme un autoportrait adolescent qui traite de la sexualité humaine comme phénomène social, c'est-à-dire l'importance du regard de l'autre dans la conduite de la sexualité. Et la troisième fiction se nomme « Dialogue d'un chimpanzé et d'une cigogne », que le texte qualifie de pamphlet politique d'une rare violence. Et donc, comme
comme j'en ai parlé tout à l'heure, ça dénonce finalement le système capitaliste. De prime abord, ces fictions n'entretiennent pas de lien direct avec le reste de la diégèse, si ce n'est qu'elles sont produites par le narrateur. Donc c'est vraiment une mise en abîme. Comment est-ce qu'on peut interpréter ces fictions? Le texte ne donne aucune indication de lecture. Il précise simplement « La fiction animalière est un genre littéraire comme un autre, peut-être supérieur à d'autres ». La critique Houellebecqienne, en général, n'y touche pas trop parce que c'est justement un peu incompréhensible. Ce qu'on en dit, c'est que d'une part, ça peut être lu comme une mise en abîme du contenu, c'est-à-dire que ça rappelle la situation des personnages. C'est pour ça que je vous ai fait les résumés. La situation de la vache normande rappelle vaguement celle de la pauvre Catherine Le Chardois. Les observations qui sont faites au sujet de la sexualité humaine font écho aux commentaires du narrateur sur l'infortuné Raphaël Tisserand. Et enfin, le triste sort du singe ne va pas sans rappeler l'exclusion professionnelle dont est victime le narrateur. Donc, ça peut marcher comme un vague reflet de l'intrigue. Ça peut aussi être vu comme une mise en abîme de la forme, c'est-à-dire que le narrateur, qui est ingénieur informatique de profession, a une sorte de propension au discours théorique que finalement les fictions animalières vont caricaturer et vraiment pasticher de manière complètement burlesque. Évidemment, comme c'est le narrateur qui produit les fictions, tout ceci, évidemment, fonctionne très bien. Je vais partir ici des acquis de ces deux lectures pour essayer de montrer que les fictions animalières, dans leur interaction avec le reste de la narration, ont pour effet de permettre un brouillage entre les catégories habituelles de nature et de culture, donc ici entre le règne animal et finalement le discours tenu sur le capitalisme. Et je vais essayer de montrer que ce brouillage a pour effet de souligner de manière critique un certain nombre d'analogies étranges qui circulent dans le discours contemporain au sujet de l'économie. Je vais proposer une lecture en 3 temps, c'est-à-dire tout d'abord je vais parler du rapport à la nature comme métaphore simple. Ensuite, j'en parlais comme métaphore complexe mais positive, et dans un 3e temps, comme métaphore complexe mais négative. Donc, je vais poser la distinction entre ces différents niveaux de métaphore en cours de route. Donc, l'association qui est faite par le roman de Houellebecq, mais aussi par le discours en général, entre nature et culture, donc pour parler du capitalisme, repose en premier lieu sur une forme de métaphore simple ou d'allégorie. C'est-à-dire, on parle d'une chose, le règne animal, pour une autre, le capitalisme, le tout, finalement, afin d'incarner une idée qui serait autrement abstraite, soit ici l'économie de marché. Houellebecq, à ce sujet, finalement, n'invente rien. Les fictions animalières s'inscrivent dans une tradition établie. Pour nommer les exemples les plus connus, par exemple, La cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine, ou de manière plus sérieuse, la fameuse fable des abeilles de Bernard Mandeville. Il est à souligner que, justement, des textes canoniques, comme ceux de La Fontaine ou de Mandeville, soulignent ouvertement leur vocation allégorique. Mandeville, par exemple, précite, je cite, « Ces insectes, imitant tout ce qui se fait à la ville, à l'armée ou au barreau, vivaient parfaitement comme les hommes et exécutaient, quoiqu'en petit, toutes leurs actions. » Donc, l'animal, dans ces cas, est intéressant parce qu'il permet d'illustrer des traits de caractère humains, par exemple la dépense versus la thésaurisation, l'intérêt individuel versus le bien collectif, mais aussi des grandes conceptions économiques. De manière générale, la narration d'Extension du domaine de la lutte repose sur une telle approche, dans la mesure où les descriptions qui sont faites des divers personnages ont fréquemment recours à une analogie animalière pour décrire une caractéristique physique. Par exemple, un collègue a exactement le faciès et le comportement d'un porc, Raphaël Tisserand a exactement le faciès d'un crapaud-buffle, une jolie demoiselle possède la calme sérénité de la jeune pouliche encore enjouée, prompte à essayer ses membres dans un galop rapide. Ça permet également de décrire un trait de caractère. Un jeune cadre ambitieux est surnommé le serpent, alors que son assistant malcommode évoque un dog. Des clochards sont comme de grosses mouches à merde, et la société en général s'apparente à des homards qui se marchent dessus dans un bocal. Ça, c'est la narration du roman. La deuxième fiction animalière, qui parle, je le rappelle, d'êtres humains, fonctionne de même. Une jeune fille laide évoque une truie, voire, lorsqu'elle se met un ruban sur la tête, une tête de veau persillée. Et des garçons se pressent comme des crabes autour des jeunes filles, et le narrateur lui-même se reconnaît la silencieuse modération du crottal. Et, de manière plus générale, comme j'ai dit tout à l'heure, les 3 fictions animalières peuvent être lues comme une sorte de réitération symbolique du destin des principales figures de la diégèse. Catherine La Chardois est une vache, le narrateur un singe, etc. On demeure dès lors dans une sorte de registre de l'illustration ou de la caricature. Ceci dit, il y a un premier niveau de brouillage qui est fait ici par les fictions, c'est-à-dire que celles-ci, dans le détail de leur énonciation, compliquent un peu cette lecture initiale, dans la mesure où on n'y prête plus de simples caractéristiques physiques comme la laideur ou des traits de caractère comme la propension à accumuler aux animaux, soit une association basique qui a pour effet d'en faire de simples symboles des humains, mais on leur attribue au contraire toute la
complexité de l'âme humaine dans une association qui s'avère par le fait même farfelue ou impossible. Par exemple, la première fiction animalière a recours à un lexique heideggerien pour qualifier les affres de la vache normande en rut. Il est dès lors question de manière tout à fait improbable de son être au monde ou de son être en soi. La troisième fiction reprend la pensée d'un Cioran ou d'un Camus au sujet de la paradoxale utilité du suicide comme garde-fou symbolique à l'existence, pour en appliquer les conséquences au cas d'un chimpanzé placé dans une cage trop petite. Donc, il en ressort que seule la possibilité lucide et consciente de se donner la mort permet au sympathique quadrumane de référence de supporter sa triste condition. Cette idée d'une capacité de mort réfléchie de l'animal est par ailleurs reprise dans une remarque de la deuxième fiction où il est dit « Une vipère se serait déjà suicidée à sa place ». Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que l'analogie ne porte plus sur un simple point de détail qui relève du physique ou du comportement, qui se verrait ainsi illustré et mis en évidence par la comparaison. Au contraire, et c'est là qu'il y a vraiment un brouillage, par-delà l'évocation de comportements mécaniques ou instinctifs, le texte postule ici une apparente homologie complète entre l'ordre humain et ce qu'il peut comporter de rationnel ou de culturel et le règne animal. Ce qui mène donc finalement à mon deuxième point, qui est une dérive métaphorique. C'est-à-dire que ce type de brouillage laisse se profiler un second type de procédé analogique à l'œuvre dans le texte, de la métaphore simple, soit un référent extérieur qui est mobilisé comme un symbole du sujet, on passe à une métaphore complexe, soit la projection sur un référent extérieur de la totalité des propriétés du sujet. Parce que la métaphore, c'est plus qu'une simple figure poétique ou lyrique, c'est en fait un procédé cognitif. C'est-à-dire que la métaphore se trouve à exprimer de façon discursive ce qui est finalement le mode de connaissance fondamental de l'être humain. Lorsqu'on est confronté à un objet inconnu, on tend finalement à apprivoiser celui-ci en l'assimilant à un objet connu. Et donc, finalement, à partir d'une caractéristique commune, on essaie d'établir la comparaison. Le danger, évidemment, c'est de filer la métaphore et dès lors de projeter trop de caractéristiques sur le référent partagé. Et donc, de ce fait, comme le rappellent Nietzsche ou Paul Ricoeur, un certain nombre d'idées reçues en circulation dans la société sont à l'origine de simples métaphores, mais dont on a oublié maintenant qu'elles ont pu l'être. Et donc, je ne suis pas du tout historien, donc je ne peux pas vraiment le démontrer, mais l'idée d'un capitalisme naturel remonte, entre autres, probablement aux physiocrates, comme en a parlé François-Emmanuel Boucher, à la fable des abeilles, aux philosophes des Lumières qui cherchaient un ordre naturel, etc. Extension du domaine de la lutte, c'est mon hypothèse, joue là-dedans dans une perspective strictement synchronique, quoique la fable, évidemment, remonte à une tradition, en voulant démontrer que certaines vérités sociales, finalement, sont en fait des métaphores, et donc en remontant aux procédés analogiques qui sont à la base de celles-ci. Je donne quelques exemples où, finalement, la narration du texte déconstruit un certain nombre de métaphores contemporaines. Par exemple, certaines remarques du narrateur s'amusent à souligner une apparente confusion qui est faite par la société représentée dans le texte entre nature, culture et technologie. Donc, je cite, il est question ici d'un progiciel. Le progiciel s'appelait sycomore. Le véritable sycomore est un arbre apprécié en ébénisterie, fournissant en outre une sève sucrée qui pousse dans certaines régions de la zone tempérée froide. Il est en particulier répandu au Canada. Le progiciel sycomore est écrit en Pascal avec certaines routines en C++. Pascal est un écrivain français du XVIIe siècle, auteur des célèbres Pensées. C'est également un langage de programmation puissamment structuré, particulièrement adapté au traitement statistique. Le programme Sycomore devait servir à payer les aides gouvernementales aux agriculteurs. Donc on voit bien ici que la référence à la nature, la référence botanique, évidemment, est motivée par le fait que c'est un progiciel pour agriculteurs, mais on n'empêche que, évidemment, le texte démontre, finalement, simplement en rappelant la définition première des termes, en quoi toute cette association est un peu improbable. Autre exemple, le narrateur va dénoncer la propension des gens de son milieu. Par exemple, il va dire des gens de son milieu qui tentent finalement de se mêler de l'évolution de la société. Il dit les penseurs de l'informatique ont cette désagréable propension à devenir des penseurs d'évolution du social. Et donc, il montre comment l'un de ceux-ci, finalement, a une conception libérale de la société qu'il traduit à l'aide de référents anatomiques. Donc, je lis. Il comparait en quelque sorte la société à un cerveau et les individus à autant de cellules cérébrales pour lesquelles il est souhaitable d'établir un maximum d'interconnexion. Ceci dit, là encore, le narrateur rappelle l'impropriété du référent car il conclut « Mais l'analogie s'arrêtait là, car c'était un libéral et il n'était guère partisan de ce qui est si nécessaire dans un cerveau, un projet d'unification. » Ceci dit, en dépit de cette attitude critique dont il fait preuve dans les exemples que je viens de citer, le narrateur verse lui-même dans un tel travers lorsqu'il associe
finalement, il fait une association théorique entre économie et sexualité. Donc ici, c'est le passage le plus connu du roman, probablement. Le narrateur déclare « Tout comme le libéralisme économique sans frein, et pour des raisons analogues, le libéralisme sexuel produit des phénomènes de paupérisation absolue. Certains font l'amour tous les jours, d'autres 5 ou 6 fois dans leur vie ou jamais. Certains font l'amour avec des dizaines de femmes, d'autres avec aucune. C'est ce qu'on appelle la loi du marché. » Donc, une fois de plus, on explique finalement une réalité qui est à la base biologique avec finalement des traits culturels, et ici des traits qui relèvent de la théorie économique. Et je dirais que ce dernier exemple, finalement, qui est vraiment le passage le plus connu du roman, rejoint probablement l'essence même du discours néolibéral contemporain parce que ça fait de la théorie économique le principe de base d'une sorte de modélisation du comportement humain. Mais, évidemment, les fictions animalières viennent une fois de plus instaurer un brouillage. Donc, si le narrateur semble, après l'avoir critiqué, assumer à son tour l'analogie entre nature et culture à l'œuvre un peu partout dans la société du texte, celle-ci se voit néanmoins démontée avec une forte dose d'ironie dans la troisième fiction animalière, qui survient d'ailleurs peu après le passage précédemment cité. En effet, celle-ci, immédiatement après la sentence du singe, comme quoi le capitalisme est naturel et donc le pire, offre une démonstration du même animal, donc c'est le singe qui parle, pour appuyer ses dires qui accumulent jusqu'à l'absurde les comparaisons improbables. Donc, je vais citer, c'est un peu long, mais c'est pour bien vous montrer comment on démontre complètement cette idée d'une association entre nature et culture. Donc, le singe s'exprime. Une fois cette conclusion posée, il ne me restait plus qu'à développer un appareil argumentaire opérationnel et non déviant, c'est-à-dire dont le fonctionnement mécanique permettra, à partir de faits introduits au hasard, la génération de multiples preuves venant renforcer la sentence préétablie, un peu comme des barres de graphite viennent renforcer la structure d'un réacteur nucléaire. C'est là une tâche aisée, digne d'un tout jeune singe, néanmoins je m'en voudrais de la négliger. Lors de la migration du flot spermatique vers le col de l'utérus, phénomène important, respectable et tout à fait capital pour la reproduction des espèces, on observe parfois le comportement aberrant de certains spermatozoïdes. Ils regardent en avant, ils regardent en arrière, parfois même ils nagent à contre-courant pendant de brèves secondes, et le frétillement accéléré de leur queue semble alors traduire comme une remise en question ontologique. S'ils ne compensent cette indécision surprenante par une particulière vélocité, ils arrivent en général trop tard et participent en connaissance rarement à la grande fête de la recombinaison génétique. Ainsi en était-il en août 1793 de Maximilien Robespierre, emporté par le mouvement de l'histoire comme un cristal de Macédoine pris dans une avalanche en zone désertique. Ou mieux encore, comme une jeune cigogne aux ailes encore trop faibles, née par un hasard malencontreux juste avant l'approche de l'hiver, et qui éprouve bien des difficultés, la chose est compréhensible, à maintenir un cap correct lors de la traversée des jet streams. Or, les jet streams se font, on le sait, particulièrement violents aux abords de l'Afrique, mais je vais encore préciser ma pensée. Et ça continue, ça continue, ça continue. Donc, évidemment, ici, on part finalement d'un discours sur le capitalisme pour tomber dans la chimie, dans la science physique, dans la biologie, dans l'histoire, pour revenir finalement à des métaphores biologiques. Donc, évidemment, c'est manifeste qu'ici, le texte vraiment démolit la métaphore naturelle en filant celle-ci à l'infini, c'est-à-dire l'accumulation de référents décalés détruits par l'absurde le procédé. Mais, en même temps, un tel procédé remet en question tout le reste du texte, car c'est précisément sur ce type de comparaison boiteuse que repose l'essence même de la narration. Mais, et ça va être mon troisième point, le roman va toutefois filer la métaphore dans un autre sens, là encore pour en atténuer la charge, non pas en discréditant le référent, mais en modifiant la signification qui est attribuée à celui-ci. Et donc, c'est mon troisième point qui serait une sorte de contre-métaphore, parce que, ne l'oublions pas, selon le singe, si le capitalisme est naturel, il est dès lors le pire. Donc, vu de cette manière, le texte prolonge l'analogie qui est posée entre fait économique et ordre naturel, mais en y ajoutant un élément complémentaire, c'est-à-dire loin d'être une donnée neutre ou un modèle universel, la nature est posée comme une entité négative. Et donc, on assiste à une sorte de renversement de la métaphore précédente, ou plutôt à un renversement de la perception du référent qui pouvait sous-tendre celle-ci. Donc, la moralité, ce serait que non seulement il est absurde de comparer le capitalisme à la nature, dans la mesure où de telles réalités demeurent fondamentalement incompatibles, mais encore est-il qu'une telle association est contre-productive, du moins pour les défenseurs de la théorie économique, dans la mesure où la nature, finalement, n'a rien de véritablement enchantant pour l'être humain. Et donc, cette contre-métaphore revêt une importance indubitable lorsqu'on constate que la perception de la nature qu'elle suppose se voit relayée un peu partout dans la narration. Donc, par exemple, le narrateur qui demeure un habitant de la grande ville, qui ne semble pas connaître une réalité autre que le béton, pour lui, la nature, c'est une chose qui est observée de loin, qui paraît inquiétante. Donc, par exemple, il peut regarder la nature par la fenêtre d'un train et il va dire « le spectacle est magnifique, un peu effrayant ».
Un des rares vrais animaux à apparaître dans le texte, c'est finalement un gros dog allemand, on imagine un Doberman, qui circule sans laisse dans un café et qui angoisse à peu près tous les clients. Ou de manière encore plus étrange, la deuxième partie du roman s'ouvre sur une espèce de longue description lyrique des approches de la passe de Babel-Mandel dans la mer Rouge, qui a pour but finalement de rappeler, mais complètement hors contexte de la narration, que si le paysage paraît idyllique, en fait, il y a des récifs de corail et il y a une densité particulière de requins qui font en sorte que c'est particulièrement dangereux pour le navigateur. Donc, finalement, dans tous ces cas, la nature est présentée comme un domaine qui est hostile, qui est complètement étranger à l'être humain et qui, si elle peut être parfois séduisante, ne gagne pas à être connue. Si le lien entre cette nature déplaisante et l'univers capitaliste n'est pas posé ouvertement ailleurs que dans le discours tenu par le singe, et donc qui est à l'origine de ma réflexion, il n'en reste pas moins que la narration décrit l'entrée dans le domaine de la lutte, soit l'existence compétitive propre au libéralisme, avec une métaphore justement naturaliste. Donc je cite, « Souvenez-vous », donc ici il parle au lecteur, « Souvenez-vous, l'eau était froide, maintenant vous êtes loin du bord. Oh oui, comme vous êtes loin du bord. Vous avez longtemps cru à l'existence d'une autre rive, tel n'est plus le cas. Vous continuez à nager pourtant, et chaque mouvement que vous faites vous rapproche de la noyade. Vous suffoquez, vos poumons vous brûlent. L'eau vous paraît de plus en plus froide et surtout de plus en plus amère. Vous n'êtes plus du tout jeune, vous allez mourir maintenant, ce n'est rien. » Donc, finalement, s'il demeure le plus souvent implicite, le lien entre la cruauté de la nature et celle du libéralisme demeure vraiment au fondement de la vision du monde du narrateur. Mais les fictions animalières viennent introduire un troisième niveau de brouillage, c'est-à-dire que de prime abord, elles semblent relayer cette idée d'une nature cruelle où seuls les plus forts survivent, comme le suggérait l'exemple que j'ai lu tout à l'heure de la jeune cigogne qui est victime des jet streams. De même, les figures mises de l'avant que sont la vache normande et le chimpanzé contestataire illustrent un comportement peu évolué comme le rut ou la mise à mort, c'est-à-dire des pulsions primales ou bestiales, et donc on est loin des abeilles ou des fourmis, les insectes évolués qui offrent, eux, finalement, un reflet positif de la société humaine. Ceci dit, il convient de ne pas oublier que, d'une part, ce rut et cette mise à mort ont néanmoins pu être lus comme une réflexion de la situation des personnages de la narration, donc une première, on renvoie à l'humain, et d'autre part, le singe lui-même préfigure son sort tragique en évoquant, parmi une pléthore de référents naturalistes, l'exemple de Maximilien Robespierre. Et donc, quand le passage se poursuit en décrivant vraiment dans le détail, de façon très gore, finalement, l'exécution de Robespierre avec sa mâchoire cassée, le sang qui gicle, les dents qui tombent, et le singe finit, juste avant d'être mis à mort, il s'exclame « Maximilien Robespierre, je t'aime ». Et donc, il y a un ultime élément de soupçon qui appelle vraiment à être pris en compte, c'est-à-dire, après avoir souligné l'ineptie des analogies entre nature et culture, et après avoir mis de l'avant leur caractère négatif en rappelant l'hostilité fondamentale de la nature, le texte, en un ultime paradoxe, assimile cette cruauté de l'ordre naturel à la violence inhérente à l'humain. Et donc, en d'autres mots, si le capitalisme est naturel, c'est parce qu'il a été créé par l'homme, lui-même une créature parmi d'autres. C'est donc moins le capitalisme qui s'apparente au pire que l'humanité elle-même. Je tire de tout ceci deux ordres de conclusion. D'une part, que finalement, par le fait même, se profile un troisième ordre de discours qui vient faire le pont entre les topiques aussi, je dérape, entre les topiques du capitalisme naturel, mais sauvage, étudié jusqu'ici. Non, parce que si le roman n'est pas vraiment volubile à ce sujet, un autre texte de Houellebecq, soit le poème Dernier rempart comme le libéralisme, permet une mise en perspective intéressante du paradoxe lancé par le singe. Donc, dans ce poème, Houellebecq dit ceci: faire confiance à l'initiative individuelle, voilà ce qu'ils répètent partout, ce qu'ils vont partout répétant comme ces vieux réveils à ressort dont l'uniforme déclic suffisait généralement à nous plonger dans une insomnie fatigante et définitive. À cela, je ne peux répondre qu'une seule chose, et cette chose ressort d'une expérience à la fois navrante et répétitive, c'est que l'individu, je veux parler de l'individu humain, est très généralement un petit animal à la fois cruel et misérable, et qu'il serait bien vain de lui faire confiance, à moins qu'il ne se voie repoussé, enclos et maintenu dans les principes rigoureux d'une morale inattaquable, ce qui n'est pas le cas dans une idéologie libérale sans temps. Et donc, en parlant comme ça de petit animal à la fois cruel et misérable, dont il convient de circonscrire les pulsions, Houellebecq défend, ça fera plaisir à l'ami Boucher, un point de vue réactionnaire, donc au sens premier du terme. L'individu se voit finalement rabaissé au rang de bête humaine, dont les instincts premiers, l'intérêt individuel en tout premier lieu, sont néfastes pour la collectivité et doivent être contrôlés. Ceci dit, si une telle interprétation, par le biais de ce lien intertextuel, permet une lecture univoque de la sentence proférée par le singe, il n'en reste pas moins que le roman, dans son entièreté, ne relaie pas un pareil message, mais, comme j'ai tenté de le démontrer ici, fonctionne au contraire par un renversement constant des paradoxes.
Ce qui mène à un deuxième ordre de conclusion. J'ai fini après, je vous le promets, Madame la Présidente. C'est-à-dire que, avec ce que j'ai tenté de montrer, on constate, comme on l'a dit au sujet de Balzac, comme on l'a dit au sujet du théâtre, que le propre de la littérature n'est pas de proposer un avis sur le monde, n'est pas de proposer une interprétation du monde, mais au contraire de recenser, dans une polyphonie souvent cacophonique, les divers discours qu'on a pu tenir sur celui-ci, et qui, dans cette confrontation, tentent à se décomposer ou à s'annuler mutuellement, ou en tout cas à révéler leurs tensions, leurs substances et leurs contradictions. Ce qui est intéressant dans le roman de Houellebecq, c'est que le télescopage des discours repose moins sur leur substance première, c'est-à-dire contrairement à ce que François a pu montrer chez Balzac, Houellebecq ne fait pas de grands discours sur le libéralisme en soi ou sur l'économie en soi, mais il met de l'avant une série d'images fortes qui permettent de le qualifier. Et c'est là-dessus ce grand principe que j'aimerais attirer l'attention, c'est-à-dire que la théorie économique en soi, la véritable, est quelque chose de complexe qui est difficile d'exprimer dans le débat public et de traduire en idéologie, c'est-à-dire un discours ou une vision du monde qui est à la source d'action. Et donc, c'est ce qu'on étudie ici, on le traduit souvent, finalement, on passe d'une sphère rhétorique du débat à une sphère souvent narrative, c'est-à-dire on met en récit, etc. Et donc, il a été question de storytelling ce matin. J'aimerais ajouter à ceci que ça passe également par des images et donc par une mise en métaphore. Et c'est vraiment ce que représente Extension du domaine de la lutte. C'est une sorte de compétition entre diverses métaphores qui traitent finalement du libéralisme et de l'économie contemporaine et finalement qui, dans leur confrontation, s'annulent. Mais ça montre très bien comment le discours social fonctionne comme ça par une sorte d'opposition d'images fortes. Et donc, évidemment, ceci n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il faudrait ouvrir, creuser davantage. Mais c'est vraiment une tâche qui pourrait être celle de quelqu'un qui réfléchit donc au rapport entre économie et fictionnalité, parce que justement, comme le rappelle Nietzsche, les métaphores d'hier sont les vérités de demain. Merci.